Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien de se balader en forêt quand l'été arrive. Ici, comme dans beaucoup d'endroits sur Terre, le paysage est envahi par les plantes. On distingue surtout leur appareil aérien avec leurs belles feuilles vertes qui captent la lumière du soleil et font la photosynthèse, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une partie des plantes se cache dans le sol. C'est l'appareil racinaire. D'ailleurs, savez-vous vraiment quelle est la fonction des racines? Bien, je dirais que les racines servent avant tout à absorber l'eau et les ions minéraux dans le sol, non? Et si je vous disais que tout ce que vous pensez savoir sur les racines est au mieux une simplification, au pire une vaste fumisterie? Bienvenue dans la biosphère. Pour bien commencer, on va observer une racine. Chez un chêne pubescent comme j'ai à côté de moi, la racine est qualifiée de pivotante. Il y a une racine principale qui s'enfonce dans le sol, de laquelle part toute une série de racines secondaires qui vont se ramifier finement. Quand on regarde l'extrémité la plus fine de ces racines, on est surpris d'y trouver des bouts tout colorés. Pour en dire plus, il faut observer ces structures au microscope. On y voit que la racine est enveloppée d'un manchon filamenteux, un peu comme un pantalon entoure une jambe. Théodore Hartig est le premier à observer cet arrangement et à le dessiner. On voit sur ces croquis des cellules végétales bien ventrues et on voit que les filaments s'infiltrent même entre les cellules végétales. C'est donc un pantalon assez spécial puisque les fibres rentrent dans la jambe. Mais en voyant des structures si intriquées, Hartig suppose que tout ce qu'il voit appartient au végétal. Erreur! En fait, les filaments sont d'un champignon. Et oui, ne soyez pas étonnés, le champignon qu'on peut croiser en forêt est en fait une partie du champignon. Plus exactement, c'est la partie reproduction. En fait, un champignon est un organisme filamenteux microscopique. Je le figure très bien en regardant des moisissures par exemple. Puis quand vient le temps de se reproduire, certaines espèces produisent des structures filamenteuses compactes qu'on voit sortir du sol. C'est ça qu'on observe. D'ailleurs, en parlant des champignons de forêt, beaucoup d'espèces comestibles sont des champignons qui s'associent aux plantes. Par exemple, les cèpes ou les truffes. Et c'est pas pour rien si on les trouve au pied des arbres. Mais revenons à notre sujet. Cette structure spéciale mi-champignon, mi-racine est appelée une mycorhize. Du grec myko pour champignon et rhiza pour racine. Voyons voir ce qu'il s'y passe. Des expériences sur sol pauvre et stérilisé permettent d'y voir un peu plus clair. On enlève tous les micro-organismes d'un sol et on y installe des plantes. Sur un premier lot, on laisse pousser tel quel, alors que sur l'autre, on inocule des champignons mycorhiziens. Les résultats sont sans appel. Dans la majeure partie des cas, les plantes ont une meilleure croissance avec leurs collègues champignons. En fait, on a démontré que le champignon est capable d'absorber l'eau et les nutriments du sol et de les communiquer à la plante. À longueur égale, un if de champignon représente 100 fois moins de biomasse qu'une racine. Donc l'avantage est vite vu. Un champignon peut s'étendre sur un plus grand volume de sol à moindre coût et garantir à sa plante une plus efficace prospection de ressources. Le champignon y trouve aussi son compte puisque la plante lui fournit des sucres qu'elle produit dans ses feuilles avec la photosynthèse. C'est donc un super exemple de relation symbiotique organisée autour d'un organe mixte, la mycorhize, où chaque participant tire bénéfice de l'association. D'ailleurs, ça peut aller très loin cette affaire, puisque beaucoup de champignons mycorhiziens ne peuvent pas se reproduire s'ils ne sont pas associés à la bonne plante. Et de la même manière, il existe des familles de plantes comme la grande famille des orchidées qui ne peuvent pas se reproduire s'il n'y a pas le bon champignon qui traîne dans le sol. Mais j'aimerais pas non plus vous faire croire que ça se passe toujours de manière fixée comme ça dans la vie. Et non, de la même manière qu'il peut y avoir des tensions au sein d'un duo, eh bien des fois l'association mycorhizienne, c'est pas la folie. Par exemple, si le sol est riche en éléments minéraux, les plantes avec mycorhize croissent moins bien. Et c'est logique, si le sol est riche, les racines de la plante font aussi bien l'absorption de nutriments que si elles étaient aidées par un champignon. Donc la plante ne tire plus vraiment de bénéfice de la mycorhize, tandis que tout ça lui coûte quand même en sucre. Tout le fait qu'elle se débrouille moins bien que sans champignon. Cela dit, on note justement que dans ces circonstances, la plante devient moins coopérative et diminue l'approvisionnement en sucre du champignon. Ça se laisse pas faire. À ce stade de la vidéo, j'espère que je vous ai convaincu de l'importance des champignons dans la nutrition des plantes, parce que vous allez voir que c'est encore plus extra que ce que vous pouvez l'imaginer. Et oui, dans la vraie vie véritable, c'est toujours le bordel. On n'observe pas toujours un couple, une plante, un champignon. Et oui, un même végétal peut s'associer à plusieurs champignons et un seul champignon peut s'associer à plusieurs végétaux. On parle de véritables réseaux mycorhiziens communs. En plus, le système peut même fonctionner à l'envers. C'est même très bien démontré pour une petite orchidée, la racine de corail, qui a la particularité de ne pas avoir de feuilles.
Seul un tiers du carbone qui constitue cette plante est fixé par sa propre photosynthèse. Le reste provient de champignons mycorhiziens. Alors selon les orchidées, le champignon associé peut soit acquérir du carbone directement depuis le sol, soit via une autre plante avec une mycorhize. Donc même si son fonctionnement reste à préciser, on a bien un réseau formé par les champignons avec des points d'entrée de nutriments et des points de sortie. Mais il n'y a pas que des nutriments qui peuvent voyager dans ce réseau mycorhizien. Lorsqu'une plante est agressée, elle réagit contre son agresseur. Par exemple, dans le cas d'une attaque par une cohorte de pucerons, le végétal développe progressivement une réponse qui repousse ses assaillants. Eh bien, une expérience menée en 2013 montre que les plantes connectées par champignons interposés à une plante agressée par des pucerons réagissent bien mieux et bien plus vite que des plantes isolées. On avait déjà parlé de communication végétale, mais ici, d'une certaine manière, le signal d'alerte est transféré à travers le réseau mycorhizien aux plantes voisines et leur permet de mieux réagir face aux pucerons. En fin de compte, bien plus qu'un réseau d'échange de nutriments, il y a aussi des informations qui tournent dans ce fameux réseau mycorhizien. Bon, ok, admettons, il y a des plantes qui sont connectées à Internet. C'est classe, mais c'est une paire d'exemples isolés. C'est loin d'être la généralité, non? C'est vrai, toutes les plantes ne font pas des mycorhizes. Il y a des familles entières, comme celle du chou, qui se passent des champignons sans problème. Mais c'est plutôt eux l'exception. On estime que presque 9 plantes sur 10 dépendent des champignons de cette manière. Donc en fait, l'immense majorité des plantes se nourrissent avec des champignons et pas directement avec leurs racines comme on le pense très souvent. Alors, vous imaginez que c'est pas forcément les mêmes champignons qui sont impliqués partout sur le globe. Ceux qu'on a décrits tout à l'heure sont du type ectomycorhize, quand les filaments du champignon passent entre les cellules végétales, comme ça. C'est le principal type de mycorhize qu'on trouve dans nos forêts, mais ce n'est que moins de 2% des plantes vasculaires mondiales, assez minoritaire en fin de compte. Le type le plus répandu de mycorhizes sont les mycorhizes arbusculaires, nom bien tordu pour dire que le champignon ne forme pas un manchon filamenteux autour de la racine, mais les filaments s'infiltrent jusque sous les parois des cellules et forment des vésicules et des arbuscules directement en contact avec les membranes des cellules des racines. Ce type d'association concerne quand même 72% des plantes vasculaires mondiales. C'est pas rien. Les éricacées ou les orchidées dont on parlait tout à l'heure peuvent arborer un troisième type de mycorhize qu'on dit pelotonné. Bon, avec tout ça, on peut représenter sur une carte du globe la répartition des différents types d'associations plantes-champignons. Et on voit bien qu'il y a des mycorhizes partout, mais pas n'importe laquelle n'importe où. Les ectomycorhizes sont plutôt caractéristiques des climats tempérés, chez nous. Les mycorhizes arbusculaires se trouvent plutôt dans la zone intertropicale, et dans les zones de toundra très froides, on trouve des mycorhizes pelotonnées. On trouve aussi des corrélations rigolotes. Dans les forêts tropicales, il y a une très forte biodiversité végétale, alors que les plantes forment le plus souvent des mycorhizes arbusculaires. A l'inverse, dans nos forêts tempérées, c'est souvent une poignée d'espèces d'arbres qui prédominent, et les plantes y font souvent des ectomycorhizes. Et truc énorme, il y a quelques plantes qui s'organisent en patchs monodominants dans les forêts tropicales, et justement, souvent, ces plantes-là font des ectomycorhizes. C'est par exemple le cas du limbali, une légumineuse d'Afrique centrale. Donc, sans en être les uniques architectes, on peut dire que les champignons influencent grandement la structure des écosystèmes. C'est quand même grandiose. Attends. Si j'ai bien compris, les cèpes, en plus de faire des omelettes, ça structure les écosystèmes comme la forêt dans laquelle on se trouve en ce moment? Respect. Et si seulement ça s'arrêtait là? Mais non, les mycorhizes ont encore une dernière surprise pour vous, et pour ça, il faut faire un bond dans le temps, il y a plus de 460 millions d'années, à l'Ordovicien. C'est l'époque où les tout premiers végétaux mettent un pied sur terre. On trouve des fossiles à Rhynie en Écosse. Quelque chose qui est surprenant d'abord, c'est qu'on reconnaît bien les plantes, mais on ne voit pas de racines. Du coup, comment récupéraient-elles l'eau et les minéraux, ces plantes? Oh non, ne me dites pas que... Eh bien, en observant en détail les fossiles, qui sont vachement bien conservés, on peut avoir des détails sur les cellules. On y distingue des figures qui ressemblent furieusement à des vésicules et à des filaments de champignons. Un peu comme des mycorhizes arbusculaires. Mais imaginez, c'est dingue! Les toutes premières plantes à coloniser le milieu terrestre seraient parvenues à s'émanciper de l'eau grâce aux mycorhizes. Il n'y a pas d'autre mot. C'est beau. Et au final, c'est pas si étonnant. Quand on regarde l'arbre du vivant des plantes terrestres et qu'on y repère les différentes associations mycorhiziennes des différents groupes, il est plus raisonnable d'imaginer que l'association avec des mycorhizes arbusculaires est un caractère ancestral plutôt que chaque groupe ait rencontré de son côté des champignons et développé la mycorhize.
Le professeur Sellos, dans son livre Jamais seul, avance même l'hypothèse que les racines ne seraient apparues dans un premier temps que dans la fonction d'améliorer le contact entre le végétal et le champignon symbiotique, et c'est dans un second temps qu'elles auraient pris une utilité d'absorption et permis à des familles de plantes de se débrouiller sans champignons. C'est beau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris des trucs sur les champignons qui s'associent aux plantes. Et maintenant, quand vous vous baladerez dans une forêt, peut-être que vous porterez un tout autre regard sur les arbres autour de vous et que vous penserez à leurs petits compagnons champignons. En attendant, c'était la dernière vidéo avant les vacances d'été. Pensez à la partager ou à réagir si elle vous a plu, allez profiter du soleil et restez prudents. Moi, je vous dis à la prochaine, ciao!